Nos sens, dont l'ouïe et la vue, traitent une quantité phénoménale d'informations à chaque seconde. Quantité d'informations que notre cerveau n'est pas capable de traiter à la même vitesse. Pour pouvoir fonctionner, notre cerveau automatique joue un rôle crucial pour traiter l'information et nous aider à prendre des décisions rapidement. Ce sont ces raccourcis mentaux qui constituent des biais inconscients. Un biais peut se définir comme un préjugé en faveur ou contre une personne ou un groupe envers un autre groupe. Les biais peuvent être détenus par une personne, un groupe ou une institution et avoir un impact positif ou négatif. Les biais partent généralement d'un fait qui est vérifiable pour une partie d'un groupe ou dans certaines circonstances et qui, une fois généralisé à tout le groupe et en tout temps, constitue un biais. Les biais ne sont pas limités uniquement à l'origine ethnique ou au genre. Ils peuvent aussi être en lien avec d'autres marqueurs de la diversité. Par exemple, l'âge, l'identité sexuelle, les capacités physiques, mentales ou intellectuelles, la religion, le poids, l'orientation sexuelle ou le milieu socio-économique. Les biais peuvent intervenir autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, mais ici, nous allons nous concentrer principalement sur la vie professionnelle. L'enjeu, c'est que les biais nous amènent à prendre des décisions automatiques avec un manque de conscience, d'intention et de contrôle. Ces décisions, qui sont basées sur des perceptions et non des faits vérifiables, nous amènent à commettre des erreurs et à prendre des décisions qui vont parfois à l'encontre de nos valeurs. Prendre le temps de s'en préoccuper et poser des gestes pour neutraliser les biais est utile pour avoir des équipes plus diverses et favoriser l'innovation, être plus inclusif et offrir un traitement équitable à tous et à toutes, s'assurer de ne pas écarter des candidats et des candidates compétents, et maintenir des conditions favorables pour favoriser le sentiment d'appartenance. De très nombreux auteurs ont répertorié plus d'une centaine de biais. L'objectif est d'identifier les plus importants et de poser des actions pour en minimiser l'impact dans nos décisions. Les biais peuvent avoir un impact à plusieurs moments du cycle de gestion des talents, soit l'attraction, l'identification, le développement ou l'affectation et la mobilisation du talent. À chacune de ces étapes, les biais sont présents et peuvent se renforcer les uns les autres. Vous avez sans doute déjà entendu parler de certains biais. Par exemple, l'effet de halo, les stéréotypes, le prototype, les biais de similarité, de première impression ou encore d'informations négatives. Parce que nous devons faire des choix objectifs en contexte professionnel, il est particulièrement important de prendre conscience des biais qui peuvent altérer notre jugement. Naturellement, nous avons tendance à être attirés par des personnes qui nous ressemblent, de par leurs âges, leurs origines, leur appartenance sociale ou encore leur domaine d'expertise. Et malheureusement, cette tendance, ce biais, nous conduit à considérer des personnes seulement parce qu'elles sont similaires à nous comme plus crédibles et éventuellement à défavoriser les personnes qui nous ressemblent moins. En bref, en créant une situation de proximité sociale, le biais de similitude vient interférer, biaiser l'analyse objective d'une candidature. L'effet de halo est un autre biais inconscient particulièrement problématique en situation d'évaluation. Il consiste à tirer un jugement général sur une personne à partir d'une seule de ses caractéristiques. En situation d'entrevue, par exemple, si un candidat fait une très bonne première impression, en raison de son apparence physique ou de l'université dans laquelle il a étudié, eh bien le recruteur aura tendance à être plus indulgent, à prêter moins attention à ses défauts, voire à surestimer ses qualifications. En bref, l'effet de halo agit comme des œillères qui empêchent de penser objectivement dans des situations où il le faudrait. Dans le processus de recrutement, il existe 3 moments où les biais ont un plus grand impact. Tout d'abord, nous avons la définition du profil de poste. Ensuite, il y a la constitution du bassin de candidature. Et finalement, il y a les entrevues et la sélection des candidats et des candidates. Donc, lorsqu'on fait la définition du poste ou de la candidature de bourse, nous portons à votre attention quelques exemples dans cette partie qui peuvent être remplis de biais. Notamment, lors de la définition du poste, nous avons souvent tendance à prendre comme référence la personne qui était titulaire du poste ou simplement une personne que vous envisagez qui pourrait être intéressée à celui-ci. Donc, lorsqu'on établit des exigences, en fonction de qu'est-ce que nous pensons qui est important pour nous et non nécessairement qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour le poste envisagé. Ou combien de fois n'avons-nous pas fait un simple copier-coller d'un ancien appel à candidature ou lorsque nous voyons par exemple des offres d'emploi ou des offres de bourse qui emploient de la terminologie telle que polyvalence, travail sous pression,
minutie et ainsi de suite. Sachez que l'emploi de ces termes peut exclure certains candidats et candidates. S'assurer d'utiliser un vocabulaire épicène, s'assurer d'identifier ce que l'on a vraiment besoin pour le poste et non ce qui nous semble important, s'assurer que les critères et les exigences du poste ne défavorisent pas un groupe en particulier. Les critères devraient toujours définir ce qui est important pour être performant dans le poste et non pas les caractéristiques de la personne idéale. Ensuite, les biais peuvent être présents dans la constitution du bassin de candidature. Avons-nous pensé si notre offre de poste ou notre offre de bourse a été déployée dans un réseau large et diversifié? Avons-nous pensé à porter une attention particulière aux lettres de référence? Car n'oublions pas que celles-ci peuvent souvent être très biaisées. S'assurer de diffuser les affichages de postes auprès des personnes que l'on souhaite rejoindre, associations, organismes, et non pas uniquement dans les réseaux habituels. Demeurer vigilant lors des discussions sur les candidatures reçues pour s'assurer de ne pas avoir de biais d'appréciation sur certaines d'entre elles. Faites 2 listes avec les candidatures reçues, une pour les hommes et une pour les femmes, et assurez-vous de prendre les 2 ou 3 meilleures de chacune de ces listes-là. On a souvent tendance à croire qu'en mettant une candidature diversifiée, c'est suffisant, mais les statistiques nous démontrent que ce n'est pas assez. Finalement, les biais peuvent être présents dans les entrevues et dans la sélection des finalistes. Souvent, on retient une personne parce qu'on a eu une bonne impression ou simplement parce qu'on se dit « Ah, on a vraiment eu un bon fit avec cette personne-là ». S'assurer, lors de la constitution du comité de sélection, d'avoir des personnes avec des perspectives et des parcours différents, et aussi avec une conception large de la diversité. Au sein du comité, une seule personne diversité n'est pas suffisante. Rappelez à chacun des membres du comité de sélection les objectifs en matière d'équité, diversité et inclusion. Former les membres du comité de recrutement sur les biais inconscients et leur impact dans notre prise de décision. Utiliser une grille d'évaluation objective et non discriminatoire. Assurez-vous de poser toutes les questions prévues dans le questionnaire d'entrevue et à toutes les personnes rencontrées. Faites attention de ne pas poser de questions discriminatoires, même si c'est par curiosité, par exemple l'âge, l'origine, la grossesse, la maternité, la paternité. S'assurer de laisser parler chacun des membres du comité de sélection. Toutes les voix ont une valeur égale. Il n'y a pas de recette miracle pour minimiser l'impact des biais dans nos décisions. Il faut simplement poser ces 3 actions. Accepter que l'on a tous et toutes des biais inconscients, faire preuve d'introspection et questionner ses croyances et ses convictions, demeurer humble et accueillir la rétroaction de ses collègues.